Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République félicite sur son compte officiel sur les réseaux sociaux le club Mustaqbel Reset pour son accession historique en Ligue 1 professionnelle de football et le AS Ben Aknoun pour son retour en Ligue 1 professionnelle de football. L'actualité nationale marquée également par l'ouverture du Salon international de l'eau et de la transition climatique et le Salon international du transport et de la logistique au Palais des Expositions à Alger. On y revient dans un moment. Gaza s'effondre sous les bombardements ininterrompus de l'armée sioniste. Les martyrs palestiniens sont malheureusement réduits à de simples chiffres. Un nom ce matin, celui de Fatima Hassouna, photographe gazaoui de 25 ans tué par un missile sioniste le 16 avril, que le Festival de Cannes lui rend hommage. Et puis il y a ces scènes surréalistes en France où on voit les forces spéciales du GIPN qui font irruption chez l'écrivain et journaliste indépendant Pierre Jovanovic ainsi qu'au siège de sa maison d'édition. On reviendra sur les motivations de cette intervention policière. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité hier sur son compte officiel sur les réseaux sociaux le club Mustaqbel Reset de Ouargla ainsi qu'à ses supporters et ses fans, ses staffs techniques après avoir réalisé une accession historique en Ligue 1 professionnelle de football, leur souhaitant bonne chance pour la saison prochaine. Les félicitations également du président de la République au club Étoile Sportive Ben Aknoun pour son retour en Ligue 1 professionnelle de football. Bravo à ses supporters et ses staffs techniques et bonne chance dans son parcours la saison prochaine, a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Le club Mustaqbel Reset a réalisé une accession historique en Ligue 1 professionnelle de football lors de la 30e et dernière journée du groupe, alors que dans le groupe Centre-Ouest, c'est l'US Ben Aknoun qui a obtenu le sésame pour la Ligue 1 en décrochant une deuxième accession après celle de 2003. Riyad Belkhadim. Après un parcours exceptionnel et une saison quasi parfaite, le MB Reset a réalisé une accession historique en Ligue 1 en s'imposant ce samedi devant l'US Chaouia sur un score presque anecdotique de 4-2 lors de la 30e et dernière journée de ce championnat dans le groupe Centre-Est de la Ligue 2 amateur. Le MB Reset n'a pas laissé passer l'occasion pour valider pour la première fois depuis sa création, c'était en 1964, une accession en Ligue 1 professionnelle. Auteur d'une saison quasi parfaite, le club de Ouargla boucle la compétition avec un nombre de 71 points, soit une longueur d'avance sur l'USM El Harrach, vainqueur elle aussi lors de cette dernière journée devant Khmis El Khachna, score final 3-1, mais cette victoire n'aura servi à rien pour les jaunes d'El Harrach. Cette saison aura tenu en haleine tous les observateurs du football de par son suspense qui a prévalu dans ce groupe. La course-poursuite entre Reset et El Harrach n'a pas cessé tout au long de cette saison. La passe d'armes entre les deux clubs, le match retour épique à Ouargla et au final, cette montée méritée du club de la ville qui lui permet de rejoindre les clubs de l'élite du football national. Dans l'autre groupe, le groupe Centre-Ouest, l'autre club qui va rejoindre l'élite, c'est l'Étoile sportive de Ben Aknoun qui a obtenu le sésame pour la Ligue 1, décrochant ainsi sa deuxième accession après celle de 2023. Donc un retour salvateur pour Ben Aknoun. Bon vent pour les deux clubs. Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, accompagné d'une délégation ministérielle, s'est rendu hier dans les régions affectées par les dernières intempéries en vue de s'enquérir des conditions de prise en charge des familles touchées. Merad a annoncé la constitution d'une commission chargée de recenser les pertes causées par les dernières intempéries et d'indemniser les personnes touchées.
L'actualité nationale marquée ce dimanche par l'ouverture de la 20e édition du Salon international de l'eau et de la transition climatique au Palais des Expositions à Alger, outre la forte participation des sociétés algériennes publiques et privées par moins de 12 pays étrangers, dont l'Italie, la Turquie, la Hollande et la Chine sont présents avec des produits et solutions innovantes en matière de recyclage et de dessalement de l'eau de mer. Cet événement réunit durant 3 jours plus de 150 sociétés intervenant également dans les énergies, la gestion de l'eau, l'économie circulaire et la transition climatique. Autre événement national, l'ouverture de la 8e édition du Salon international du transport et de la logistique, Logisticol, organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en présence du ministre du Commerce intérieur et la régulation du marché national et le ministre des Transports au Palais des Expositions à Alger. Et pour en savoir plus avec nous en direct de la SAFEC, c'est Badia Amarni. Badia, bonjour. Ce salon est une véritable plateforme d'échange. Il offre des opportunités uniques de partenariat. Quel est votre constat pour ce premier jour ? Le Salon international du transport et de la logistique qui s'étalera sur 3 jours a entre autres objectifs l'encouragement des exportations, mais pas que. Cet événement offre une occasion pour les acteurs dans ce domaine et les opérateurs économiques d'exposer leurs services et d'échanger également leurs expériences. Il s'agit aussi de prendre connaissance des tarifications de la logistique et d'examiner les voies et moyens pour améliorer et développer la chaîne logistique et permettre aux opérateurs économiques d'effectuer leurs opérations commerciales dans de meilleures conditions, aussi bien au niveau national qu'international. Dans l'après-midi est prévue une conférence sous le thème « La logistique maritime et portuaire et les échanges commerciaux ». Plus de détails dans nos prochaines éditions. Badia Amarni, merci d'avoir été avec nous. Dans une déclaration finale, le 34e sommet arabe à Bagdad a réclamé hier plus de pression internationale pour stopper les fusions de sang dans la bande de Gaza et appelé à mobiliser des financements pour un plan de reconstruction du territoire palestinien dévasté par l'agression sioniste toujours en cours. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui a participé au sommet, s'est dit alarmé par les plans de l'entité sioniste d'étendre ces agressions terrestres, demandant de nouveau un cessez-le-feu permanent et la fin du blocus sioniste de l'aide humanitaire à Gaza depuis le 2 mars. À Gaza, les Palestiniens tombés en martyrs sont malheureusement réduits à de simples chiffres. Les atrocités commises par l'entité sioniste deviennent une nouvelle norme sous la surveillance internationale avec une totale indifférence face à une famine provoquée par l'occupant sioniste qui assume son déploiement comme arme de guerre. Rina Lorari. 589 jours. presque 2 années entières que Gaza وبهذا يحاول الاحتلال أن هكذا المشهد في كل صباح. Écrasée, elle n'est aujourd'hui plus qu'un champ de ruines. Au cœur de ce chaos, les Gazaouis sont pris au piège, assiégés, privés de tout, enterrant par centaines leurs morts. Un vécu devenu banal à cause du mutisme international. À cette horreur s'ajoutent d'autres atrocités, celle d'une famine organisée, d'un système de santé anéanti et une population qui meurt de soif, de maladie et de négligence. Une catastrophe humanitaire à ciel ouvert. Les Palestiniens, ils existent, ils espèrent et ils attendent. Moi, je ne suis pas revenue indemne de Gaza et je pense que personne ne peut revenir indemne. J'ai encore les bruits dans les oreilles, j'ai encore l'odeur du sang dans le nez, qui ne me quittera, je pense, jamais. En fait, c'est pas juste une guerre. Là, c'est un effondrement. Clairement, c'est l'effondrement de notre humanité, c'est l'effondrement de notre société, c'est l'effondrement de la responsabilité collective. Tout ça, j'ai beau le répéter, je n'ai que des silences assourdissants en face de moi. Je me dis chaque jour combien d'enfants faut-il pour qu'on se dise que là, c'est trop. Je me demande combien d'années est-ce que ce peuple va encore vivre pour avoir le droit à une vie digne. Là, c'est un effondrement. Clairement, jusqu'à preuve du contraire, il y a un occupant et un occupé. Aussi, l'air, le sous-sol, le littoral, la frontière, les puits artésiens, c'est une prison, comme on l'a dit, sous le contrôle de ces geôliers. Combien de milliers de morts supplémentaires va-t-il falloir, de milliers de morts et de dizaines de milliers de blessés? Alors que Gaza sombre jour après jour,
launch a fresh assault on Khan Younis, accusing. Elle fuit aussi la faim et la soif. Déplacée à plusieurs. Et puis sachez qu'un nouveau cycle de négociations indirectes avec l'entité sioniste visant à mettre fin à la guerre à Gaza a débuté à Doha sans aucune condition préalable de la part des deux parties et les négociations sont ouvertes à toutes les questions. Le festival de Cannes rend hommage à Fatima Hassouna, photographe razaoui de 25 ans tuée par un missile sioniste le 16 avril au lendemain de la sélection du documentaire qui lui est consacré pendant plus de 18 mois. Elle a documenté le calvaire quotidien des Razaouis armés d'un courage immense. 380 personnalités du cinéma ont signé une lettre ouverte condamnant son assassinat. Yasmine Saudi. Fatima Hassouna, photojournaliste palestinienne de 25 ans, a été tuée le 16 avril dernier dans une frappe de l'entité sioniste qui a détruit son immeuble à Gaza, emportant avec elle 10 membres de sa famille, dont ses 3 enfants et son époux. Depuis le début de l'offensive en octobre 2023, elle documentait le quotidien de la population enfermée sous siège inhumain, témoin d'un génocide que l'entité sioniste cherche à dissimuler par tous les moyens. Le documentaire réalisé en collaboration avec la réalisatrice Pida Farsi retrace des mois d'échanges et de témoignages. Sélectionné au Festival de Cannes, il devait révéler au monde la vie sous les bombardements. La voix de Fatima, bien que réduite au silence, survit à travers ces images puissantes qui exposent sans filtre le génocide et les atrocités que les Razaouis subissent au quotidien. Elle disait « Je voudrais une mort bruyante, éclatante. Je ne veux pas être un chiffre à la dernière page d'un journal. » Elle disait « Je resterai à Gaza. Mon Gaza a besoin de moi. » Cette disparition souligne la volonté de l'entité sioniste d'éliminer toute forme de témoignage indépendant sur la situation désastreuse dans l'enclave palestinienne. Elle illustre la détermination de l'entité sioniste à étouffer toute voix capable de révéler au monde entier la réalité vécue à Gaza. Ces images resteront un témoignage indélébile face au silence imposé. Mon texte me touche énormément et c'est pour ça que j'avais envie de voir ce film. C'est complètement un devoir de mémoire et un devoir de visibilisation aussi de ce qui se passe en ce moment, de tous les massacres qui ont lieu à Gaza. Fatima est morte, mais le film reste et un jour Gaza sera libre. Le film de Fatima Hassouna n'a pu être tué par les obus sionistes. Sa lettre, lue à titre posthume par Spider Farsi, restera à jamais ancrée dans l'histoire du Festival de Cannes. Il y a cet écrivain que les autorités françaises essaient de réduire au silence. Son tort, son ouvrage intitulé 2008 qui trace de ce qu'il décrit comme le plus grand vol financier de l'histoire dans lequel l'auteur français Pierre Jovanovic met à jour les entourloupes des banquiers pour retrouver la trace du texte original de son livre. Tous les services de sécurité ont été mis en mouvement pour l'arrestation de celui qui est devenu le Boualem Sansal de la France. Yamina Saïchi. Une scène surréaliste. En pleine nuit, les forces spéciales du GIPN font éruption chez l'écrivain et journaliste indépendant Pierre Jovanovic, ainsi qu'au siège de sa maison d'édition à Paris. Il s'agit vraisemblablement d'une opération d'intimidation, à quelques jours de la sortie de son nouveau livre 2008, un ouvrage qui dénonce les mécanismes opaques de la finance mondiale et les responsabilités politiques dans l'effondrement économique. Une intervention policière disproportionnée, menée comme si l'auteur représentait une menace grave à l'ordre public. Depuis des années, Pierre Jovanovic dénonce les dérives des institutions financières. Il alerte sur les abus des systèmes financiers, l'endettement organisé des États et la concentration du pouvoir entre les mains d'une élite économique. Il y a un dossier, il y a un tribunal, il y a un procès, et ainsi de suite. Alors que débarquer chez moi à 11h, alors on va montrer les photos. Qu'est-ce que je dis 11h? À 1h du matin. À 1h du matin. Ouais, à 1h du matin. Donc c'était pas à 6h. Parce que ça permet, si tu veux, de court-circuiter tout le processus juridique classique. Mais ça, c'est pas illégal. Santé. Non, parce que c'est une affaire de santé. Parce que là, il y avait le GIPN. Alors on va montrer les images encore. Ouais, il y avait le GIPN, et ça c'est au jardin des livres. Il y avait le GIPN, il y avait le commissaire de police du 17e, il y avait un représentant du préfet, enfin un camion de pompiers, et bien entendu un camion de police et la BAC. Donc ça faisait vraiment pas mal de monde. Mais les gendarmes et les policiers qui suivent un revue de presse m'ont expliqué que c'était les autorités nécessaires pour interner quelqu'un.
L'affaire soulève une vraie question en France. Pays qui se vante d'être défenseur de la liberté d'expression, un écrivain se retrouve ciblé par une vaste opération policière pour un livre jugé sensible. Le contraste est frappant. La France n'hésite pas à pointer du doigt certains pays qui, selon l'Hexagone, manquent de liberté d'expression, comme l'Algérie. L'emprisonnement de Boualem Sansal, accusé d'avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire national, a provoqué l'ire de Paris. Aujourd'hui, les services de sécurité français arrêtent un écrivain dont le seul tort est de vouloir dénoncer les entourloupes des banquiers. Même moi, je veux dire, en vous parlant aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser encore la portée de la chose. Même si j'en comprends la signification, hein, et que c'est purement scandaleux, et qu'on donne des leçons à l'Algérie ou à la Turquie ou à d'autres pays, ou à la Russie par exemple, de liberté d'expression, mais je pense que là, la Macronie a franchi un pas. Aujourd'hui, l'écrivain fait face à une large campagne de dénigrement et d'intimidation. Mais Pierre Jovanovic ne compte pas reculer. Le recours à la force contre un auteur n'a pas seulement choqué l'opinion, il révèle un malaise encore plus profond dans l'État dit démocratique. Au Maroc, le mécontentement social grandit jour après jour face au mépris affiché par le Marzen qui a choisi sciemment une guerre de classe rythmée par l'inflation, ce qui a affaibli davantage le pouvoir d'achat des Marocains, une situation sociale tendue qui alimente la colère du peuple marocain. Walid Youssoui. Alors que le Marzen renforce ses relations diplomatiques et économiques avec l'entité sioniste sur le terrain, une grande partie de la population vit dans des conditions difficiles. Inflation, chômage, précarité, beaucoup d'habitants peinent toujours à joindre les deux bouts. Les conséquences de la normalisation avec l'entité sioniste sont désastreuses pour nous. Selon certaines études, en 4 ans, la valeur des investissements de l'entité sioniste au Maroc sont passés de 0 à 700 millions de dollars. C'est énorme en si peu de temps. Les exportations de cette même entité au Maroc ont aussi augmenté pour passer à 120 millions de dollars. Dans différentes villes marocaines, plusieurs familles ont été expulsées de leurs maisons, parfois occupées depuis plusieurs générations. Certaines maisons et propriétés appartenant à des Marocains sont en train d'être démolies et les habitants en sont expulsés, au profit des sionistes qui souhaitent s'établir dans la région. Dans les rues comme sur les réseaux sociaux, la colère des Marocains monte. Pour beaucoup, cette politique étrangère ne fait qu'amplifier les tensions sociales et renforcer le sentiment de précarité dans le pays. Et on termine avec les préparatifs de la saison estivale à Amsterdam. La ville se refait une beauté pour accueillir les touristes. Les espaces sont repensés, modernisés et certains entièrement rénovés. Il y a aussi ce nouvel hôtel qui est sur le point d'ouvrir, qui vous permettra de profiter de votre séjour dans un cadre exceptionnel avec une vue sur mer. Yasmine Amari. À l'approche de la saison estivale, les travaux d'aménagement du front de mer de Mostaganem progressent rapidement. Les équipes techniques s'activent pour rénover les trottoirs, moderniser l'éclairage public et installer un mobilier urbain plus adapté, tout en préservant le style architectural local, dans le but d'offrir aux estivants un espace accueillant, sécurisé et agréable pour leur promenade en bord de mer. Cette zone a bénéficié d'un réaménagement complet. Le sol a été refait et de nouveaux espaces pour les enfants et les activités sportives ont été créés. Ce projet constitue en l'aménagement d'un front de mer d'une longueur qui dépasse les 1,8 km. Donc c'est un aménagement qui consiste en l'aménagement des espaces extérieurs. Donc on a enlevé le balcon qui était en ancienne modèle. Donc on a opté pour qu'il y ait une ouverture directement, une vue directement sur la mer. Donc on a éliminé, il y avait des parkings, on a éliminé la circulation mécanique et les stationnements mécaniques. Donc on les a déplacés vers la partie opposée. Donc il n'y aura que de l'esplanade, de la circulation piétonne, les aires de jeu. Donc ça va être un espace vraiment familial. Dans la même dynamique, le secteur des infrastructures hôtelières à Mostaganem connaît un essor remarquable. Un nouvel hôtel situé à proximité immédiate de la plage Sablette s'apprête à ouvrir ses portes pour la saison estivale avec des prestations haut de gamme
Il vient renforcer l'offre d'hébergement dans une zone très fréquentée en été. En parallèle, la zone côtière environnante fait l'objet de travaux de réaménagement destinés à améliorer les conditions d'accueil des estivants dans le cadre des préparatifs engagés par la wilaya. Un budget de 50 milliards de centimes a été investi dans l'aménagement des plages, des façades maritimes et des routes. La wilaya s'est également dotée d'un nouvel hôtel de 245 lits, créant 150 emplois et portant à 42 le nombre total d'établissements hôteliers. Les préparatifs en cours à Mostaganem, qu'il s'agisse des infrastructures, de l'embellissement ou de l'hébergement, traduisent la volonté de la wilaya d'offrir un accueil optimal aux estivants et de réussir pleinement la saison touristique à venir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.